Dans le système universitaire ivoirien, le brevet de technicien supérieur, en abrégé BTS, marque la fin de plusieurs années d'études et l'entrée dans la vie professionnelle. Hélas, nombreux sont les étudiants qui échouent lamentablement et suite de très petits détails à l'épreuve principale, c'est-à-dire l'étude de cas. Bienvenue chers téléspectateurs de 2EF TV, installez-vous confortablement et suivez votre émission Complément de cours pour le BTS en ressources humaines et communication. Nous recevons sur notre plateau M. Touré Soalou, professeur certifié de communication et marketing, qui va nous parler de l'étude de cas et de la psychologie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être là avec nous pour éclairer notre lanterne sur comment affronter l'épreuve de l'étude de cas. Merci. Nous allons commencer par la préparation pendant l'année scolaire. Dites-nous monsieur, comment l'étudiant doit établir son programme personnel? Bien. Avant donc de répondre à la question, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau dans l'émission Complément de cours pour le BTS en ressources humaines et communication. Bien, pour revenir à votre question, vous savez que les étudiants ont dans leur emploi du temps plusieurs matières donc, qui sont programmées sur la semaine. Et ce n'est pas du tout facile donc d'apprendre l'ensemble des matières programmées. Cela nécessite donc d'établir un programme de travail individuel. Et conformément donc à l'emploi du temps du jour, l'étudiant va sélectionner donc dans l'ensemble des disciplines une matière principale, donc matière professionnelle et une matière générale. Et surtout en tenant compte des travaux donnés la veille par l'enseignant dans ces disciplines-là. Donc privilégier une matière professionnelle et une matière générale et se mettre au travail de sorte à être efficace le lendemain au cours. Voilà. Vous l'aurez compris, il faudra bosser au jour le jour et ne pas se focaliser seulement sur les matières professionnelles, mais aussi les matières générales. Alors dites-nous monsieur, sur quoi doit-on mettre l'accent essentiellement? Bien, il faut mettre l'accent dans le programme de travail sur la résolution des travaux donnés par les enseignants. La résolution donc des travaux donnés par les enseignants, autrement dit, faire les exercices qui sont donc donnés par les enseignants dans les différentes disciplines, quelle que soit donc la discipline, que ce soit une discipline professionnelle ou générale. Il faut donc mettre l'accent sur la résolution donc de ces exercices-là. Ne pas venir au cours le lendemain sans avoir traité donc les exercices et réviser les leçons en rapport avec ces exercices-là. Très fondamental. Vous l'aurez compris, il est primordial de faire l'exercice donné par tous les professeurs et sans négliger certaines matières. Ok monsieur, après 12 mois de cours, après de longs mois de cours, on parle de période de renforcement, période de révision. Quelle est donc l'utilité de cette période après tout ce temps passé à l'école? Bien. Les moments de révision, communément appelés donc des séminaires de renforcement, sont institués par des groupes d'enseignants pour essayer de recadrer les connaissances acquises donc par les étudiants pendant la période scolaire. Et donc, avant d'affronter les examens du BTS, on organise donc des séminaires de renforcement pour mieux cadrer les connaissances en rapport donc avec un peu les épreuves qui sont susceptibles d'être données à l'examen. Mais cela nécessite d'abord que l'étudiant, avant de venir à ces renforcements-là, puisse marquer sa présence de façon assidue pendant l'année scolaire, parce qu'on vient donc à ces cours-là, à ces séminaires, pour renforcer les acquis pendant l'année scolaire. Si vous n'avez pas d'acquis, on ne sait pas ce qu'on doit renforcer. Ce qu'on doit renforcer. Voilà.
Ok. Bien. Vous avez parlé tout à l'heure de recadrage, de cadrer. Qu'entendez-vous par recadrage? Bien. Recadrer, c'est ici donc donner des exercices type BTS, conformément donc aux enseignements reçus pendant l'année scolaire, pour éviter que le candidat oriente ses révisions dans tous les sens. Hein, c'est ça donc recadrer pour l'amener à se focaliser sur des leçons essentielles pour lui pour aller affronter donc l'examen du BTS. C'est ça l'objectif donc des renforcements. Vous l'aurez compris, la période de renforcement est tout aussi importante que l'année scolaire. Elle vous permettra d'être recadré, c'est-à-dire suivre les conseils de professeurs spécialisés qui vont vous permettre de vous concentrer sur ce qui est essentiel. N'est-ce pas, monsieur? Absolument. Ok. Mais on a remarqué qu'il y a tellement de structures qui s'évertuent à aider les étudiants au BTS. Comment savoir quelle est la meilleure? Comment savoir quelle structure choisir pour être mieux accompagné? Bien. Pendant les périodes de fin d'année, effectivement, il y a plusieurs groupes d'enseignants donc qui organisent des séminaires de renforcement à l'endroit des étudiants candidats au BTS. Mais il faut savoir que ce ne sont pas l'ensemble de ces structures-là qui sont crédibles sur le terrain. Ah, d'accord. Il y a quand même un minimum de critères que les étudiants doivent donc savoir pour pouvoir orienter leur choix vers la structure pour effectuer ces renforcements-là. D'abord, c'est avoir une idée donc de l'année d'expérience de la structure dans le domaine donc de l'encadrement en termes de renforcement, en termes de cours de renforcement. C'est aussi connaître la qualité donc, des enseignants intervenants dans ces renforcements-là. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas spécialistes donc, du domaine, ne sont pas des procès de spécialité et organisent des renforcements en allant donc vers des enseignants pour les aider à réussir cela. Il vaut mieux donc aller vers des structures où l'équipe dirigeante est déjà de la spécialité. Voilà. D'accord. Aussi un peu les conseils que nous pouvons donner donc, aux étudiants en BTS ressources humaines et communication pour le choix des structures de renforcement. D'accord, mais monsieur, qu'en est-il du coût? Parce que nous savons qu'il y a certaines difficultés vu qu'on est étudiant et donc certains choisissent des endroits où le coût est moins élevé par rapport à d'autres. Donc, qu'en est-il de la question du coût? Bien. Concernant donc le coût, c'est vrai, chaque structure a ses tarifs, mais il faut dire que la formation a un coût. Et comme on le dit souvent, il y a ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. Oui. Voilà, tout ce qui est de qualité donc a souvent un prix plus ou moins élevé. Et c'est à l'étudiant donc de choisir donc la structure qui puisse lui apporter la qualité en y mettant le prix. Hein, c'est vrai, il y a des structures de formation qui font des renforcements sur un mois 5 000, il y a d'autres 10 000, il y a d'autres 30 000, etc. Mais donc, comme je le disais, c'est à l'étudiant d'évaluer la qualité de la structure et mettre le prix. Donc, comme on le dit, la santé n'a pas de prix, la formation aussi n'a pas de prix. Voilà. Vous l'aurez compris, si vous voulez avoir un bon enseignement, si vous voulez être au top pour affronter le BTS, il faut y mettre le prix. Absolument. Alors, monsieur, c'est pendant cette période qu'il faut se recadrer, comme vous l'avez dit. Alors, comment déceler ces insuffisances et ces difficultés? Bien. Pour déceler donc ces insuffisances, c'est-à-dire donc ces lacunes, l'étudiant doit s'auto-exercer. S'auto-exercer, c'est-à-dire quoi? Se trouver des exercices, pas forcément donnés par l'enseignant, par ses propres soins, s'approprier donc des sujets traités dans d'autres établissements ou pris avec des anciens,
L'étudiant essaie donc de les traiter, les soumet à ses enseignants pour corriger et cela donc va lui permettre de voir un peu ses forces et ses faiblesses. Si vous ne vous exercez pas, vous n'avez pas cette opportunité donc de savoir là où vous avez des lacunes. Et malheureusement, aujourd'hui, nos étudiants ne s'adonnent pas à cet exercice, attendent toujours que c'est l'enseignant qui vienne donc leur donner des exercices. Vous pouvez par vos soins chercher vous-même des exercices avec des anciens étudiants, faire des échanges avec des étudiants d'autres établissements dans les mêmes filières que vous et vous traitez ces exercices vous-même et vous venez rencontrer l'enseignant donc qui corrige et vous oriente. Comme ça vous permet donc d'avoir un aperçu de vos points forts et de vos points faibles et vous améliorer avant même l'examen. D'accord. Et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut travailler dur, s'exercer avec l'aide de certains professeurs ou amis, c'est bien cela? Absolument. Okay. Et pendant ces périodes de révision, est-ce qu'il y a des matières à renforcer plus que d'autres? Bien. Pendant les renforcements ou la préparation de l'examen, il ne faut pas donc privilégier des matières par rapport à d'autres. D'autant plus qu'à l'examen, toutes les épreuves ont pratiquement ou sensiblement les mêmes coefficients en dehors donc de l'épreuve d'étude des cas qui a un coefficient 6 et l'épreuve de DRH qui a un coefficient 5. En dehors de cela, donc, les matières générales, anglais, français, droit, économie, ont pratiquement les mêmes coefficients que les autres matières professionnelles. Donc, il ne faut pas privilégier une matière par rapport à une autre. Nous allons marquer une pause et revenir tout de suite après la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Conakry-Abidjan. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Une bibliothèque numérique. Des salles climatisées. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnels en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Conakry à Lambani, Carrefour d'Addis, à 150 mètres derrière la station Shell. Infoline 666 91 99 99 626 63 44 60. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous sommes toujours en compagnie de M. Touré Swalou, professeur certifié de communication et marketing. Alors, monsieur, nous allons attaquer notre troisième axe, c'est-à-dire les attitudes à avoir pendant la période d'examen. Ok. Bien. Maintenant, vous allez nous définir textuellement ce que c'est que l'étude de cas et comment est-ce qu'elle se présente. Bien. L'étude des cas est l'épreuve majeure au BTS, donc pour ce qui concerne les étudiants en ressources humaines et communication. Donc l'étude des cas, c'est une épreuve qui présente une situation réelle ou fictive d'une entreprise confrontée à des problèmes qui peuvent être donc d'ordre marketing, communicationnel ou organisationnel, c'est-à-dire de management. Et l'étudiant candidat au BTS doit pouvoir faire un diagnostic véritable de la situation donc, de cette entreprise-là
et détecter les dysfonctionnements donc, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire donc ses forces et faiblesses détectées et apporter des solutions en termes de stratégie marketing ou de communication pour permettre donc à cette entreprise de reprendre ou de se relancer dans son secteur. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, un petit exemple de comment peut se présenter une épreuve d'étude de cas? Bien, de façon pratique, on présente la situation d'une entreprise. Je prends le cas de Hachetec, certainement donc qui rencontre des difficultés dans le taux de remplissage donc, de l'école. Hein? On constate que le taux de fréquentation de l'école est faible et on peut donner une situation pareille dans une épreuve d'étude des cas. On présente la situation d'Hachetec. L'étudiant essaie donc de chercher qu'est-ce qui fait qu'il y a ce faible taux de fréquentation à Hachetec. Ah, d'accord. On dit donc que vous avez fait le diagnostic. Si vous avez fait le diagnostic, vous avez constaté que soit ce sont les tarifs ou encore c'est le management, etc., qui pose problème. Vous, en tant que spécialiste ou futur spécialiste donc, de la communication et du marketing, vous allez apporter les solutions pour que le taux de fréquentation de l'école tire vers le haut, donc pour qu'on puisse accroître le taux de fréquentation. Voici les solutions en termes de stratégie marketing, en termes de stratégie de communication. Voici un peu caricaturé l'esprit de l'étude des cas et le travail qu'on attend de l'étudiant. C'est d'ailleurs pour cela que cette épreuve-là est assujettie à la note éliminatoire, qui est donc en dessous de 7, puisque c'est une épreuve qui permet de tester véritablement donc la compétence du candidat dans l'ensemble des domaines de formation en ressources humaines et communication. C'est une manière pour nous de mettre l'étudiant face à une situation en entreprise, Absolument. le préparer à comment ça va se passer pour une entreprise. Savoir résoudre la problématique d'une entreprise. Donc, si vous n'êtes pas capable de détecter un dysfonctionnement organisationnel et apporter une solution, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment formé pour aider les entreprises à progresser dans leur secteur d'activité. Voilà. Okay. Bon, nombreux sont les étudiants qui essaient de se jouer les devins, qui essaient de savoir quel sujet va apparaître. Donc, bon, ils essaient de savoir, on doit pousser tel chapitre, on doit pousser le chapitre 2, le chapitre 3, on ne sait pas. Alors, comment évaluer la probabilité que tel ou tel chapitre sorte pendant l'examen? Bien, très bonne question, madame. Effectivement, à l'approche des examens, les étudiants donc, ont tendance à courir dans tous les sens pour savoir qu'est-ce qui sera donné à l'examen, etc. Pourtant, la solution est là. Il s'agit pour nos étudiants, futurs candidats au BTS, de faire un retour en arrière en essayant donc de recenser les anciens sujets sur une période peut-être de 3, 4, 5, voire 6 ans et remarquer donc dans le contenu les questions posées sont généralement en rapport avec quelle leçon ou quel chapitre au programme. Cela permet donc d'avoir une idée sur la probabilité donc, des sujets, ou des chapitres qui sont susceptibles donc d'être donnés à l'examen. Je prends souvent le cas de l'épreuve d'enquête de satisfaction où on a pratiquement chaque année dans les épreuves des questions portant sur le projet d'études. Lorsque vous prenez des sujets d'enquête de satisfaction depuis 10 ans, même des sujets de développement des ressources humaines, vous allez toujours trouver donc des éléments sur les calculs d'effectifs, la GPEC et autres. Et donc, si vous voulez donc avoir une idée claire des leçons ou des chapitres que pourraient être donnés,
il faut naturellement donc faire un feedback, voilà, pour voir les anciens sujets et voir un peu la récurrence des questions qui reviennent souvent. Alors, comme on le dit, nous avons toujours un pied dans le passé. Alors, pour mieux avancer dans l'avenir, c'est-à-dire affronter le BTS avec sérénité, il faut faire un retour au passé, chercher les anciens sujets, exercez-vous avec et là, vous aurez la solution à ce problème. Alors, nous tirons à la fin de notre émission. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Maintenant, je vais vous poser la dernière question. Quelle attitude il faut avoir face à un sujet d'étude de cas? Bien, face à un sujet d'étude des cas, il faut donc garder son calme, son sang-froid, prendre le temps de parcourir l'ensemble du sujet, c'est-à-dire lire d'abord intégralement le test de base et les documents annexes, et ensuite procéder donc à un diagnostic véritable du test, paragraphe par paragraphe, en vue donc de déceler le ou les problèmes véritables rencontrés par l'entreprise pour pouvoir apporter les solutions donc appropriées. Pour apporter les solutions appropriées. Il ne faut pas se précipiter pour répondre aux questions sans avoir compris véritablement. Donc, le vrai sens de chaque question, savoir de quoi est-ce qu'on parle exactement. Exactement, très bien. Savoir exploiter à fond le test avant donc d'aller répondre aux questions. C'est très important. Donc, vous allez énumérer pour nos téléspectateurs chaque étape à passer avant de s'attaquer au sujet. Bien. Avant donc de s'attaquer à l'épreuve d'étude des cas, comme nous le disons souvent à nos apprenants en ressources humaines et communication, il faut dresser sur un brouillon, il faut dresser donc les différentes étapes de la méthodologie, depuis l'introduction jusqu'à la conclusion, en passant par l'analyse diagnostique, les stratégies, etc. Vous dressez donc intégralement la méthodologie de l'étude des cas sur le brouillon. Comme ça, vous avez devant vous, et cela évite donc d'intervertir les étapes, parce que c'est un enchaînement logique. Ensuite, vous dressez sur un autre brouillon ce que nous appelons dans le jargon le tableau de l'analyse diagnostique, analyse interne, analyse externe. Et lorsque vous avez donc ces deux tableaux, analyse interne, analyse externe, donc sur votre brouillon, vous allez commencer à exploiter donc le test, paragraphe par paragraphe, de telle sorte à réaliser donc de façon simultanée les deux types d'analyse, analyse interne et analyse brouillon. Et à chaque fois, donc, vous remplissez le brouillon en fonction donc des informations correspondant à tel ou tel facteur de l'analyse interne ou de l'analyse externe. Et quand vous arrivez à la fin du test, en un temps record, vous avez donc fini de faire votre diagnostic. Cela évite de procéder souvent comme on le constate avec certains candidats qui prennent un seul facteur. Si le test fait 5 pages, vont lire les 5 pages des tests pour chercher les informations concernant un seul facteur. Ainsi de suite. À cette allure-là, vous allez passer les 6 heures sans avoir terminé. Donc, il faut faire le travail au brouillon dans deux tableaux différents de façon simultanée. Et ça, c'est une méthode beaucoup plus efficace. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi le problème de la tricherie. Qu'en est-il? Parce qu'il y a certains qui ont des sujets déjà faits, qui ont des soi-disant corrigés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre ces personnes-là ou il faut garder la tête sur son sujet? Bien. Concernant ce phénomène, nous avons donc l'habitude de dire à nos étudiants d'avoir confiance en eux. Parce que se servir du brouillon de ses voisins, comme on le constate souvent dans les salles d'examen, c'est vraiment une négation de sa personne. C'est une injure à votre intelligence. C'est montrer que vous êtes de moins que rien et que c'est l'autre
votre voisin ou votre voisine qui vaut mieux. C'est le manque de confiance en soi qui fait que nous nous approprions donc le brouillon de notre voisin pour le copier parce que nous-mêmes, nous n'avons aucune connaissance sur la chose. Et donc, il faut se départir de ce comportement-là, se faire confiance et se concentrer sur le sujet parce que rien ne prouve que ce que votre voisin ou voisine est en train donc d'écrire est juste. Maintenant, comme vous n'avez pas confiance en vous, tout ce qui vous tombe sous la main, vous voulez mettre sur votre feuille de copie parce que pour vous, il faut remplir la feuille, déposer. Ce n'est pas ça l'essentiel, c'est de se faire confiance et utiliser donc son intelligence pour aller vers des meilleurs résultats. C'est surtout la confiance en soi. Mais il y a d'autres qui rapportent qu'il y a certains surveillants qui exigent même de l'argent. Même quand vous refusez de prendre ce qu'ils ont à donner, ils exigent que vous remettez de l'argent pour continuer de composer et tout. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Bien, ce sont des comportements donc, qui sont souvent relayés au niveau des secrétariats des examens. On ne peut pas donc dire que cette pratique n'existe pas, mais je pense que c'est au niveau des autorités donc de prendre les mesures nécessaires dans ce sens-là pour éviter donc ces comportements. Et les raisons de ce comportement donc des collègues enseignants dans les salles d'examen est simplement due, à mon sens, au fait que les enseignants surveillants ne bénéficient pas de rémunération. Ne bénéficient pas de rémunération. Donc, une des solutions pourrait être, pour éviter ces pratiques qui n'honorent pas donc, la qualité du diplôme de BTS, donc, disais-je, une solution serait que les autorités de l'enseignement supérieur intéressent donc les surveillants dans les salles en leur attribuant un minimum donc, de rémunération des primes, si on peut dire cela ainsi. Voilà, cela pourrait éviter ces pratiques-là. D'accord. Donc, comme ils n'ont pas de rémunération, ils préfèrent se servir auprès des étudiants qui sont dans le besoin. Absolument. C'est un peu ce comportement donc, que les enseignants adoptent. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un, tout le monde le sait. Ce sont des pratiques qui ont lieu donc, ou qui ont cours pendant les périodes des examens. Mais pas forcément même au BTS seulement, dans d'autres types d'examens, je crois que ces pratiques existent. Et à mon sens, je pense que c'est le fait que ces surveillants ne soient pas rémunérés qui est à la base donc, de ces pratiques-là. Voilà. Nous tirons allègrement à la fin de notre émission. Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons nous faire confiance, nous devons éviter les pratiques malsaines, comme monsieur nous l'a dit tout à l'heure. Il faut se concentrer pendant l'année et même pendant les périodes de révision. S'exercer, trouver des anciens sujets, les traiter et poser le problème à certains professeurs quand nous avons besoin d'aide. Merci monsieur, merci d'avoir été là sur notre plateau. Merci pour vos conseils, pour vos astuces. Chers téléspectateurs de 2GF TV, merci de continuer de nous suivre. À bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici à là, portez-vous bien.